Nos invités nous rejoignent. Régis Juanico, bonjour. Vous êtes député PS de la Loire. Bonjour. Soyez le bienvenu. Et Franck Riester, député UMP de Seine-et-Marne. Bonjour, soyez le bienvenu. Alors, bonne question toute simple, tout d'abord à vous deux. Qu'est-ce que vous attendez de la conférence de presse de François Hollande cet après-midi, si tant est que vous en attendiez quelque chose? D'abord, qui s'adresse aux Français. C'est fait pour ça, une conférence de presse. On a eu une première année difficile de ce quinquennat. Mais je rappelle qu'un quinquennat, par définition, c'est 5 ans. Donc, on a fait 20% de ce quinquennat. Alors, ça a été une année très difficile parce qu'on a hérité d'une situation compliqué du point de vue des finances publiques. Il a fallu redresser le pays, il a fallu faire les premières réformes structurelles. On a un contexte économique, vous l'avez rappelé à l'instant, très difficile, avec la récession partout dans la zone euro. Et donc, il faut donner des perspectives. Dire voilà, mon objectif, c'est effectivement l'inversion de la courbe du chômage. On s'est donné les moyens de faire le pacte de compétitivité pour les entreprises, de faire un certain nombre de dispositifs pour l'emploi. Il faut arrêter de dire que ça ne marche pas. Hein. Je vois de mon département de la Loire, sur les emplois d'avenir, on en est à 260 sur un objectif de 690 dans l'année. Ça veut dire 40% au mois de mai. Donc il y a des choses quand même qui avancent. Et il faut se donner les moyens aujourd'hui effectivement d'inverser cette courbe du chômage. C'est ce qu'attendent les Français. Et aussi sur le pouvoir d'achat, je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi un message. Aujourd'hui, c'est une inquiétude. La consommation dans le pays régresse. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait des messages d'espoir du président de la République pour dire, regardez, il y a quand même un horizon, il y a un cap, on va y arriver. Écoutez, moi, j'attends qu'il change de politique, qu'il annonce demain qu'il change de politique, mais enfin cet après-midi qu'il change de politique, mais objectivement, j'y crois pas. Le problème, c'est que la confiance est cassée. Il avait dit beaucoup de choses pendant la campagne, il a fait l'inverse. On voit bien qu'il y a des gros problèmes au niveau du gouvernement. Laurent Fabius qui dit qu'il faut qu'il y ait un patron à Bercy. Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui dit qu'il y a trop de ministres à Bercy. Donc on voit bien qu'il y a une perte de confiance, il a menti, le gouvernement ne tourne pas rond, et la politique qui est menée depuis un an, pardon de le dire, mais n'a pas... prouver ses résultats, loin s'en faut. Hier, vous avez beaucoup parlé dans votre émission de la France en récession. C'est grave, la situation de la France par rapport à l'Europe qui va pas bien. Et pire, il y a eu pendant 5 ans, on a réussi à faire en sorte que la France s'en sorte mieux que l'Europe. Aujourd'hui, ça va moins bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. C'est faire, objectivement, c'est assez simple. C'est regarder dans les pays dans lesquels ça a marché. Et les pays dans lesquels ils ont su prendre les décisions fortes qui s'imposaient pour relancer la machine économique. C'est l'Allemagne, c'est le Canada, c'est les pays du nord de l'Europe. Ils ont pris des mesures simples, baisser les dépenses publiques d'une façon déterminée et donner de la compétitivité aux entreprises pour que les chefs d'entreprise et les gens qui travaillent et les salariés qui travaillent dans les entreprises aient les mêmes moyens pour se battre contre leurs concurrents que les entreprises allemandes, espagnoles ou ailleurs. Donc il faut redonner de la compétitivité à nos entreprises. Voilà, c'est simple, mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une politique... Mais si, il n'y a pas de bon modèle en Europe. Mais si, le modèle... Il y a 10 jours, oui. Le taux de chômage a été multiplié par 2, parce que le modèle de flexi-sécurité, quand il n'y a pas de croissance, quand il n'y a pas d'activité, se retourne effectivement contre le marché du travail. J'étais en Allemagne il y a 10 jours aussi avec Jean-Frédéric Poisson. Ils sont très inquiets, les Allemands, il faut le savoir, par rapport à l'avenir de leur modèle social. Il va y avoir un vieillissement de la population démographique qui fait qu'ils vont perdre 6 millions de personnes actives quand nous avons justement un atout, c'est notre taux de natalité, notre démographie. Dans le long terme, là, ils sont très inquiets sur la pauvreté aujourd'hui qui monte avec les mini-jobs, avec les Allemands qui cumulent 2 emplois. Je veux bien qu'on dise que l'Allemagne est en crise et que nous tout va bien. Allemand ou c'est pas un modèle danois qu'il faut importer, c'est relancer l'Europe en matière d'activité et de croissance. Et François Hollande était hier. Il a été rencontré à la Commission européenne, il est allé voir le Parlement européen, il est en train de convaincre, je crois, petit à petit, tous nos partenaires qu'il faut aller vers cette politique qui n'est pas une politique de toute austérité ou toute rigueur. Et je pense que... Franck Riester dit, j'attends un changement de politique, j'y crois pas. Évidemment, j'allais dire. Est-ce que vous, Régis Juanico, on entend en tout cas dans les rangs du PS, des gens qui demandent un cap? Ce mot est tout le temps employé. Qu'est-ce qui manque à François Hollande pour que ce message passe, puisque aussi bien à droite que beaucoup à gauche disent il manque un cap? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils dévoilent? D'abord, le cap, au niveau européen, je pense qu'on est en train de l'avoir. Il y a des décisions favorables, il est en train d'entraîner d'autres partenaires au niveau européen. Et effectivement, on le verra sur le budget européen par exemple, où il y aura une augmentation de ce budget européen, contrairement à ce qui avait été décidé il y a quelques mois, parce qu'il faut faire de la relance, il faut faire de l'activité. D'où vient le manque de lisibilité? Il faut des résultats. Il faut des résultats, Patrick. C'est tout simple. Il y a le crédit impôt compétitivité emploi qui a été mis en place. On interrogeait hier le directeur général de la BPI, M. Dufour, et on lui a demandé d'accélérer la mise en place de la Banque publique d'investissement, par exemple, pour que les entreprises puissent
plus rapidement avoir accès à ces crédits. Saupoudrage, cap. Oui. Oui, mais Parce que vous voyez, je lis les sondages, pardon, je lis les sondages, les gens disent on veut un cap. Et vous répondez par des mesures que vos adversaires qualifieront de mesurettes. La priorité des priorités, c'est d'obtenir des résultats sur la question de l'emploi. Tant qu'on n'aura pas aujourd'hui inversé la courbe de chômage, les Français n'y croiront pas. Tellement François Hollande est incapable de définir un cap et de l'expliquer que même les députés de sa majorité sont incapables de le définir, ce cap, et de dire quel est le cap du président de la République. Incapable, vous étiez incapable de... Non mais c'est pas un cap. Quelle politique? Non mais attendez, on est dans un monde où les gens ont besoin de savoir où on va. Ils ont besoin de savoir si les décideurs, les responsables, en l'occurrence le président de la République, a oui ou non une vision, une politique économique et sociale claire qu'il met en œuvre. Eh bien, depuis un an, on est incapable de définir, les Français sont incapables de vous dire, comme vous êtes incapable de nous le dire ce matin, quelle est la politique économique et sociale de François Hollande. Il avait dit, il ne faut pas augmenter la TVA, c'est un scandale pendant la campagne. Finalement, il nous dit, bah oui, il faut quand même le faire, et il le fait parce qu'on a besoin de compétitivité. Il avait dit, il ne faut pas augmenter le temps de travail de celles et ceux qui travaillent par rapport à la réforme des retraites, c'est un scandale, etc. Il va nous faire une réforme des retraites. C'est tout juste si on n'a pas fait assez quand on a réformé la retraite, alors que les socialistes étaient dans la réforme des retraites. Hein, bah si, ça a marché. Parce que si vous avez écouté pendant le moment où on a réformé la retraite, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, qui est une solution bien meilleure que s'il n'y avait pas eu la réforme des retraites. Bref, Monsieur Hollande a dit des choses pendant la campagne, a menti, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il a menti. Il fait plus ou moins l'inverse aujourd'hui, mais les Français sont incapables de dire quelle est la ligne politique claire qu'il faut en matière économique et sociale. Nous, elle est très claire, il faut une politique de l'offre, il faut de la compétitivité pour les entreprises. Oui, il faut... les couacs qu'il y a eu à l'UMP, hier, on avait fait une convention, un an d'échec de François Hollande, et on n'a pas parlé justement de ce qu'elle n'est pas, on a dit voilà quelles étaient nos propositions. Oui. Et notamment en matière économique et sociale, c'est très... si, vous auriez dû venir, vous auriez dû entendre ce qu'on a dit. On a dit clairement les choses, on a dit qu'il fallait baisser les dépenses publiques, mais pas à moitié comme vous le faites, en prenant les décisions fortes qui s'imposent. Il faut dire aux Français qu'on ne pourra pas continuer à dépenser plus que ce qu'on gagne. Il faut dire aux Français qu'il va falloir travailler plus. Il va falloir dire aux Français que pour s'en sortir, la seule façon de faire, c'est réduire le périmètre de l'État et en même temps libérer les énergies dans les entreprises. Les entreprises sont celles qui créent des emplois. Et il ne peut pas y avoir des entreprises et de la création d'emplois s'il n'y a pas des chefs d'entreprise et des gens motivés dans les entreprises. Donc arrêtons de matraquer fiscalement et socialement les entreprises. Arrêtons de matraquer socialement et fiscalement celles et ceux qui créent, celles et ceux qui travaillent dans les entreprises. Et vous verrez que naturellement, les gens retrouveront confiance en l'avenir parce que le cap sera clair, une politique économique et sociale basée sur la compétitivité, sur la... Mais non, alors essayez de nous le réexpliquer parce que vous n'avez pas été capable de nous réexpliquer. Redressement des finances publiques pendant un an. Parce que vous avez laissé une situation catastrophique. Désormais, réorientation de la politique européenne, on tourne le dos aux politiques de toute austérité, et puis c'est le redressement productif, remettre notre industrie aujourd'hui sur les rails. On a perdu 800 000 emplois pendant 5 ans. Comment, monsieur Bonico, comment Parce que c'est le redressement aussi sur le plan productif, la compétitivité. Là, on se rejoint, mais nous, on a mis en place un outil puissant, 20 milliards d'euros, c'est le crédit d'impôt. Et donc, maintenant, il faut qu'on obtienne des résultats. Il faut un peu de patience, et c'est vrai que les Français, ils sont impatients, c'est normal, au bout d'un an. Mais je pense que dans quelques mois, nous aurons les fruits de cette politique-là. On va rappeler que François Hollande a dit que le pire était derrière nous. Est-ce que, pour être... Alors, c'est un peu je le disais tout à l'heure, le choc entre le temps médiatique et le temps politique. Les médias parlent beaucoup de remaniement. À votre avis, pardon de vous demander un pronostic politique, mais est-ce qu'on va attendre après la conférence du 20-21 juin, ou est-ce que il y aura un choc? À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de remaniement ou d'équipe aujourd'hui. En tout cas, lorsqu'un président dit on va remanier, comme il l'a dit, on ne sait pas quand, je pense que Nicolas Sarkozy avait fait la même, pardon, je vais dire erreur, d'un seul coup tout flotte. Dans les ministères actuellement, tout le monde se dit est-ce que je vais rester, est-ce que je ne vais pas rester? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir agir du côté de Bercy notamment? Moi, je ne conseille pas au ministre de rester l'arme au pied. Hein. Il faut qu'il s'active, il faut qu'il bouge, il faut qu'il produise ces résultats que tout le monde attend aujourd'hui en termes de politique. Mais je ne pense pas que c'est un changement d'organisation ou d'équipe aujourd'hui que les Français attendent. Ils attendent, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement que nos politiques donnent des résultats. Votre président de groupe attend ça. Bruno Le Roux, qui est le président des députés socialistes à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, a demandé à ce qu'il y ait moins de ministres à Bercy. Laurent Fabius, je le disais tout à l'heure aussi, ministre des Affaires étrangères, demande à ce qu'il y ait un patron à Bercy. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même un problème? Moi, je vous rejoins sur le fait que tant qu'on ne change pas de politique,
il n'y aura pas de résultat, et c'est pas parce qu'on va faire cosmétiquement une modification de l'organisation gouvernementale que ça va changer les choses. Mais enfin, quand même, il y a besoin effectivement de mettre un peu d'ordre dans ce gouvernement, que les ministres disent pas de leurs collègues, il faudrait qu'ils soient un peu plus leader, qu'il y ait un patron au Quai d'Orsay ou un patron à Bercy. Franchement, on n'attend pas ça des ministres. Mais le vrai problème, c'est le changement de la politique, c'est fixer un cap nouveau. Et j'espère qu'un jour, François Hollande le fera. Parce que moi, vous savez, je crois que ce qui compte, c'est l'intérêt de la France. J'ai voté le texte sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Parce que quand on est d'accord sur une bonne politique sur le fond, il n'y a pas de raison que même dans l'opposition, on ne soutienne pas. Sauf que là, en matière économique et sociale, c'est tout l'inverse, je l'ai déjà dit, mais tout l'inverse de ce qu'il faut faire, qui est fait aujourd'hui par François Hollande. Puisque vous avez évoqué ce sujet, Franck Riester, quelle est l'attitude de vos petits camarades de l'UMP? Est-ce que tous ont compris votre position ou est-ce que... Non, mais écoutez, c'est un sujet de fond. C'est un sujet, oui, admis, oui, j'ai eu totalement liberté de parole, j'ai eu totalement liberté de m'exprimer, on a respecté mon point de vue. J'ai pas convaincu suffisamment de personnes à mon goût, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'électeurs, de sympathisants de droite qui soutiennent aussi ce texte, ou en tout cas n'y sont pas défavorables. Et je crois qu'avec le temps, les mentalités vont évoluer. Et je pense que ce texte est un bon texte en matière de liberté, en matière d'égalité, en matière de fraternité. Alors, du côté du PS, les textes qui vont arriver, est-ce que vous allez avoir une unité totale ou est-ce que vous sentez, vous qui êtes donc un des acteurs au sein de l'Assemblée nationale, au sein du groupe PS, que, avec ce qui nous attend dans le programme de l'Assemblée ces prochaines semaines, il va y avoir encore quelques tensions. Je parle à l'amnistie sociale, je pense à ce qui va se passer au niveau des retraites notamment. Est-ce que vous pensez qu'il sera utile d'être en ordre de marche? Sur l'amnistie sociale, c'est ce matin. Hein. Donc on a une décision de notre groupe pris à l'unanimité qui est de renvoyer ce texte en commission. Ça ne veut pas dire le rejeter, mais on veut le retravailler. On veut le retravailler. Le Sénat avait déjà bien travaillé sur ce texte pour qu'il soit bien cadré dans ses effets. Vous avez du mal quand même. Aujourd'hui, on va le renvoyer en commission, donc c'est pas un rejet de ce texte. Pour les retraites, je pense qu'il faut prendre le temps quand même, c'est normal. On consulte les partenaires sociaux de se laisser quelques mois jusqu'à l'automne quand même avant de prendre un certain nombre de décisions, mais il ne faut pas toucher au pouvoir d'achat. Ça, c'est très important, je le disais tout à l'heure. Il va y avoir... C'est pourtant dit par le ministre... Non. Pour l'instant, rien n'est tranché. Et moi, je déconseille qu'on désindexe... Enfin, Régis Juanico nous donne quand même une tendance du groupe PS, en tout cas des élus. Il ne faut pas aggraver le gouvernement quand même. Non, il ne faut pas aggraver là aujourd'hui des questions de baisse de pouvoir d'achat des Français. Il va y avoir un projet de loi très important dans quelques semaines, c'est celui qui est porté par Benoît Hamon sur la consommation, qui donne justement une bouffée d'oxygène et des marges de manœuvre à nos concitoyens du point de vue du pouvoir d'achat. Et puis les mesures sur la transparence de la vie publique. Voilà, c'est les suites de l'affaire Cahuzac, et ce qui permettra peut-être de retrouver de la confiance aujourd'hui. Il nous reste une minute, on va terminer là-dessus. Si le peuple français décide de renvoyer Monsieur Cahuzac, délire de l'envoyer, oui, c'est le mot. Renvoyer à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce sera un camouflet formidable pour vous deux d'ailleurs, pas seulement pour le PS, pour moi, mais pour vous deux, vos deux camps, j'allais dire. Pourquoi? Parce que si les Français disent finalement tout ce qu'on nous raconte sur la transparence, sur finalement nous on préfère quelqu'un d'efficace plutôt que quelqu'un qui soit complètement transparent et éthique, j'allais dire, ça vous interroge pas? Si, mais attendez, là c'est un peu... Pardon, d'abord il faut qu'il se présente, et deuxièmement il faut qu'il soit élu. Je crois ni l'un ni l'autre. Je crois qu'il n'aura pas l'indécence de se présenter, et je crois que s'il se présentait, il y aurait un camouflet autour de Cahuzac, parce que les Français se sont bien rendus compte que non seulement il y avait fraude, manifestement, et puis mensonge surtout, parce que c'est le cumul qui est grave. Quand on est un ministre de la République en charge de la fraude fiscale et qu'on ment devant la représentation nationale, c'est-à-dire devant les Français en disant que on ne fraude pas alors qu'on fraude, franchement, je ne vois pas les Français lui faire à nouveau confiance. Jérôme Cahuzac a fait beaucoup de mal à la démocratie et à son ancienne famille politique. Moi, je lui déconseillerais effectivement d'être candidat. Il a autre chose à faire aujourd'hui. S'il veut se reconstruire sur le plan personnel, ça le regarde. Il peut le faire de façon sur le plan professionnel, par exemple. Il doit se défendre maintenant devant la justice. Il y a la commission d'enquête en plus qui va effectivement qui va entendre les auditionner dans les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, effectivement, je crois que c'est un formidable bras d'honneur si jamais Jérôme Cahuzac se représentait à ces élections. Il n'a rien à y gagner et la démocratie n'a rien à y gagner. Et ça va être intéressant cette mission d'enquête parce qu'on va en savoir un peu plus parce que toute la vérité n'a pas été dite sur cette question. C'est pour ça qu'il y a une mission d'information, une commission d'enquête, pardon, et c'est très bien qu'il y ait cette commission d'enquête. Sur les mécanismes, pas sur la responsabilité judiciaire, c'est pas son rôle. Non, exactement. Sur les mécanismes, est-ce que oui ou non Pierre Moscovici savait? Pourquoi Pierre Moscovici n'a pas été plus loin dans les démarches? Est-ce que Manuel Valls savait? Est-ce que, pourquoi pas,
le président de la République savait. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont être mis sur la table de cette commission d'enquête et c'est une très bonne chose. Merci messieurs. Franck Riester, vous êtes député UMP de Seine-et-Marne, Régis Juanico, député PS de la Loire. Merci d'avoir entamé cette journée avec nous.